Alors déjà, dans tous ces exercices, en fait, il y a énormément d'avions qui sont impliqués. Donc, par exemple, 250 avions en ce moment pour Arctique, il y en aura 200 pour l'European au-dessus de l'Allemagne et de la Pologne. Et en Moldavie, c'est mixte. D'ailleurs, en ce moment, en Moldavie, il y a beaucoup de présidents. En fait, c'est véritablement une démonstration d'union et une démonstration de force. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps, en fait, qui ont impliqué les soldats des pays européens. Enfin, certains ont insisté, certaines des guerres en Yougoslavie, mais c'était il y a très longtemps, donc plus qu'une génération. Ensuite, pareil pour l'Irak, même pour la Libye. Donc en fait, les soldats aujourd'hui, à part quand il y a des entraînements, ils n'ont pas le loisir de vérifier leurs armes, de vérifier leur capacité à pousser les armes loin. Et ils savent que de l'autre côté, l'armée russe, non seulement elle se prépare extrêmement sérieusement, puisqu'il y a les forces qui sont en activité dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine. Il y a les forces qui sont préparées, en fait, il y a 300 000 appelés, en fait, qui ont été préparés depuis maintenant quelques mois. Et il y a les forces d'actifs traditionnelles. Donc on a une armée russe qui est extrêmement préparée. On a une armée chinoise qui est totalement mobilisée maintenant également depuis plusieurs mois. Et une armée européenne qui est faible en nombre, faible en équipement, qui a un besoin indispensable des États-Unis pour donner une impression de force. Donc les Américains sont omniprésents dans les exercices, mais c'est véritablement ce qu'on appelle l'intégration et l'interopérabilité des forces armées de tous ces pays, puisqu'on voit bien en Ukraine, en fait, si l'Ukraine a résisté, c'est parce qu'en fait, depuis 2014, elle a été complètement intégrée dans les systèmes de communication, de stratégie et d'équipement de l'OTAN, ce qui pose un véritable problème d'ailleurs pour le réapprovisionnement, parce qu'il y a pas de stock de guerre, entre guillemets. Mais là, l'idée, c'est l'interopérabilité pour que les Américains aient le vrai sentiment d'avoir la main sur toutes les forces militaires en Europe. Et c'est d'ailleurs une des raisons essentielles pour lesquelles deux pays avec des forces militaires significatives, que sont la Suède et la Finlande, ont été invités de façon assez ferme à quitter leur neutralité pour rejoindre l'OTAN, ce qui est déjà le cas de la Finlande et qui devrait être rapidement le cas de la Suède. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la Russie est présentée comme un agresseur, alors qu'en fait, l'OTAN n'a jamais arrêté, y compris depuis le début de cette opération spéciale qui a montré que les Russes voulaient que l'apaisement arrive, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de pays agresseur à sa frontière. Et non seulement on n'écoute pas la Russie, mais on provoque avec la présence d'avions dans le ciel très proches de la Russie, et d'avions équipés. En fait, personne ne sait vraiment s'il y aura des bombes réelles ou pas. Il y a également des porte-avions de la 6e flotte, le Gerald Ford. Donc moi, je trouve ça très, très préoccupant parce que on a un arc de cercle autour de l'Ukraine et avec la Suède et la Finlande autour du nord de la Russie, en tout cas de la zone de Saint-Pétersbourg, qui est véritablement explosif. On avait vu au début de l'opération spéciale, il y avait eu des missiles ukrainiens qui étaient manifestement antiaériens, qui étaient tombés, qui avaient fait des victimes en Pologne. Pendant quelques jours, Zelensky avait essayé de faire croire que c'était des missiles russes, ce qui ne tenait pas la route. Finalement, les Américains, tout le monde avait bien dit que c'était pas des missiles russes. Mais pendant quelques heures, en fait, il y a eu une hésitation sur laquelle a essayé de jouer l'Ukraine pour déclencher une véritable guerre à l'encontre de la Russie. Donc, à force de jouer avec des allumettes, un incident peut arriver. Et surtout qu'en fait les Américains disent bien que leur flotte, dans le cadre de ces exercices, va se promener dans des zones qui sont appelées des zones contestées.
Donc on risque d'avoir, quand vous avez des sous-marins nucléaires dans des zones contestées, quand vous avez des bateaux dans des zones contestées et des avions dans des zones contestées, on sent bien qu'il peut y avoir un incident. Je vous rappelle qu'il y a eu un drone américain qui a été abattu il y a quelques semaines, donc au début du printemps. Il y a sans arrêt des avions américains qui sont arrêtés par l'aviation chinoise ou par l'aviation russe, et réciproquement, des avions russes aussi qui sont... et donc on est toujours dans une situation de nervosité et d'agressivité. Il faut se rappeler quand même qu'un avion russe avait été abattu par un avion turc de la base de l'OTAN d'Incirlik pendant la guerre en Syrie, et que on avait été à deux doigts d'une confrontation entre la Turquie et la Russie, confrontation qui était voulue par les décideurs de la base d'Incirlik, donc des décideurs otaniens, et donc ça avait échappé à la Turquie. Donc il ne faudrait pas que ça arrive de nouveau, où un organisme extra-étatique, l'OTAN, puisse prendre des décisions qui auront des conséquences extrêmement fâcheuses pour l'un des membres, donc pour tous les membres. Donc ces exercices aussi, je tiens à dire, ils sont prévus souvent longtemps à l'avance, mais c'est leur envergure, hein. C'est-à-dire qu'en général, il y a une cinquantaine d'avions, et là, on passe à 200, 250 avions, ce qui est considérable. En ce moment, dans la zone de Norvège, il y a des Mirage, il y a des Rafales, il y a des F-16, il y a des F-35, enfin, il y a à peu près tout ce que l'Europe compte comme avions de haut niveau, et quasiment la totalité des avions disponibles. Donc, on est quasiment dans des exercices de mobilisation totale. Donc c'est véritablement un signal très très fort soit de bluff, soit de préparation à une guerre. Alors d'abord, le porte-avions USS Gerald Ford, c'est le plus grand bateau militaire jamais construit. Donc c'est un énorme porte-avions. Alors quand on dit que le Gerald Ford est dans les eaux de Norvège, c'est pas simplement le Gerald Ford qui est, c'est le Gerald Ford, plus au moins 2 sous-marins nucléaires, plus au moins 2 croiseurs, plus des destroyers, plus un certain nombre de bateaux. Donc c'est une flotte complète. Un porte-avions n'est jamais seul. Donc au moins 2 sous-marins nucléaires. Il faut savoir qu'à l'intérieur de leur vaisseau, les Américains ne disent jamais les armes qui sont. Est-ce que ce sont des armes conventionnelles ? Est-ce que ce sont des armes nucléaires qui sont à portée de feu immédiate et extrêmement rapide de la frontière russe? Personne ne sait, mais toutes les déclarations des Russes quand le Gerald Ford est arrivé sont allées dans le même sens, que c'est peut-être pas extrêmement sage dans une période de telle tension d'avoir une telle puissance de feu. Réciproquement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est devenu de la folie de mettre de tels bateaux également à proximité des Russes, qui, comme on a vu, ont détruit 2 systèmes patriotes au cours des 3 dernières semaines, ce qui montre qu'en fait le meilleur système de défense antiaérienne de tout l'OTAN, le système patriote, non seulement n'est pas capable de protéger le ciel contre les stratégies aériennes russes, qui sont un mix de drones, de missiles plus conventionnels et de missiles hypersoniques, puisqu'ils réussissent non seulement à franchir en fait les barrières du Patriot, mais à l'atteindre. Un premier, puis là en fait, il y a quelques jours, un deuxième, et surtout en fait, le système de défense panique complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'un système Patriot, ce qui coûte cher, c'est le système en lui-même, mais surtout les missiles. Chaque missile coûte 3 millions. Et en fait, les radars sont complètement perturbés en fait, par la vitesse des missiles, qui sont 3-4 fois plus rapides que le système de défense. Et donc, au dernier moment, en fait, ils lancent de façon quasiment aléatoire des dizaines de missiles, donc des dizaines de millions d'euros, en fait, des centaines de millions d'euros, pour ne pas atteindre la cible. Ce qui veut dire qu'en fait, avec une attaque hypersonique
pour un sous-marin, mais là on n'est plus en dizaines ou en centaines de millions d'euros, on est en pas un sous-marin, un porte-avions comme le Gerald Ford, on parle de dizaines de milliards de dollars. Hein. Et donc, il pourrait être détruit assez facilement par les missiles russes. Et je vous rappelle que depuis quelques jours, le système S-400 est installé en Biélorussie. Et suite à une convention, il va y avoir des missiles nucléaires qui vont être installés pour la première fois, je crois, depuis 92 ou 94 en Biélorussie. Et donc, c'est ce que la Russie appelle une réponse du tac au tac. Donc, vous avez des engins nucléaires qui s'approchent de nous, on en a qui s'approchent de vous, et on met en place notre bouclier antimissile, et même pas le plus sophistiqué, puisque pour l'instant, les S-500 restent en Russie. Mais on voit bien que chacun sort ses armes les plus impressionnantes, et à nouveau, une fausse manœuvre est vite arrivée, et c'est pas à souhaiter. Et vous savez, quand vous avez 200 avions qui font des exercices militaires, difficiles puisqu'ils vont être en conditions de combat, il peut y avoir aussi des erreurs de la part des pilotes. Donc il peut y avoir des accidents, mais il peut y avoir aussi toutes sortes de brouillages, etc., qui pourraient d'ailleurs être mis sur le dos des Russes. Donc on sent qu'il pourrait y avoir, entre guillemets, une tentative soupçonnée d'accuser les Russes, comme ça a été fait plusieurs fois depuis le début du conflit, de choses qu'ils n'ont pas commises, mais qui permettraient, entre guillemets, de mobiliser les opinions publiques en Europe et de faire un pas de plus vers une guerre que certains semblent vraiment souhaiter, puisque l'Ukraine seule n'obtiendra aucun résultat. Au contraire, en fait, ils perdent de plus en plus. Alors, je pense que ça a été extrêmement clair au niveau de la réunion du G7 à Hiroshima, qui a fini en fait il y a quelques jours, et c'est évidemment ce qui est en train de se passer en Norvège et en Moldavie, c'est l'idée de faire un front commun extrêmement fort, de dire on est tous unis face à la Russie qui est isolée. Donc on est dans de la communication et dans de la négociation très forte. Donc il faut savoir que le CPE, donc cette réunion qui a lieu actuellement en Moldavie et qui va réunir 47 chefs d'État, donc les 27 chefs d'État de l'Union européenne et 20 chefs d'État d'une Europe très élargie, donc d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, donc qui inclut l'Arménie, l'Azerbaïdjan. C'est une réunion qui a été inventée, entre guillemets, par la France suite à Versailles en mars 2022. Donc c'est quelque chose qui a été créé après le début de l'opération spéciale, et c'était pas du tout quelque chose qui était fait pour donner l'impression que ces pays étaient contre la Russie. C'était quelque chose qui était construite pour... Il va y avoir des conséquences en termes d'inflation, il va y avoir des conséquences en termes d'approvisionnement, et on va se serrer les coudes. Donc il faut savoir que l'inflation a explosé, par exemple en Moldavie, de plus de 30% l'année dernière, de 20% de plus cette année. Évidemment, les salaires n'ont pas suivi. Donc c'était un pays extrêmement pauvre, extrêmement dur pour les plus pauvres, et la situation s'est aggravée. Mais c'est véritablement un espèce de jeu d'apparence, et d'ailleurs on voit bien que à chaque fois qu'un pays essaie un peu de se désolidariser de ça, y compris d'ailleurs la Serbie au niveau du Kosovo, puisque la Serbie et le Kosovo sont présents à cette réunion, eh ben, il y a des menaces de rétorsion financière très fortes sur les pays. Et donc, on voit que c'est une diplomatie quasiment militaire. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce qu'on dit, tu as vu les sanctions qu'on a faites à la Russie, eh ben, tu risques de subir la même chose. Donc, en réalité, c'est souris sur la photo, qu'on puisse dire à nos peuples qu'on est tous unis. Parce que si tu ne souris pas sur la photo, ça va coûter très très cher à ton peuple, voire même à ta carrière politique.
Et donc, on voit que les présidents, que ce soit hongrois, serbes, etc., qui sont naturellement enclins à considérer que la position russe est complètement acceptable, compte tenu de la situation d'inflation très difficile créée par les sanctions, les embargos, la destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, quasiment certainement par les Américains, et ben, ces pays souffrent. La Russie peut difficilement les aider, puisque avec les sanctions, ils peuvent pas envoyer d'argent, ils peuvent pas envoyer d'aide. On voit bien, il n'y a même pas la possibilité d'envoyer à manger et des engrais aux pays africains qui en ont besoin, à cause de la difficulté en mer du Nord. Donc ce ne sont que des photos contraintes pour la plupart des pays. Et on est encore une fois dans un jeu de dupes des peuples, puisqu'en réalité, on donne l'impression que le monde européen dans son ensemble est uni derrière l'Ukraine, et Zelensky est invité dans toutes ces réunions. D'ailleurs, il passe sa vie à aller partout dans le monde pour demander des armes et de l'argent, pas du tout demander de l'aide pour obtenir une paix, c'est vraiment des armes et de l'argent. Il faut insister là-dessus. Les pays ne sont pas réunis pour trouver des solutions de paix en Ukraine. Ils considèrent que la paix ne peut même pas être considérée tant que la victoire sur le terrain militaire n'est pas acquise. Or, aucune victoire militaire ne peut être acquise contre une puissance nucléaire. Donc, il y a quelque chose de pas logique là-dedans, mais qui continue à fonctionner dans les opinions publiques. Et à nouveau, c'est inquiétant. Mais il faut que les gens sachent que c'est des opérettes, en fait. C'est du théâtre, ces choses-là. C'est les gens qui sont sur la photo n'ont pas le choix. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, c'est qu'évidemment, l'Azerbaïdjan et l'Arménie viennent à cette réunion. Et on sait bien, depuis le début du conflit, que la Russie a été un acteur majeur de tous les cessez-le-feu, de l'apaisement, etc. Mais quand vous lisez la presse française et la presse d'autres pays européens, on a l'impression qu'en réalité, la nouvelle existence d'un dialogue entre les deux pays est liée à l'Europe. Or, l'Europe n'a pas du tout été présente dans les discussions. Donc, encore une fois, on est dans une guerre d'image, dans une guerre de communication. Et il faut regarder ça avec distance, avec recul, parce que ça ne correspond malheureusement pas à la réalité. La France, par exemple, a créé, il y a une trentaine d'années, un char extrêmement moderne qui s'appelle le char Leclerc. Et ce char n'a pas été vendu à l'international. L'armée française en a acheté une centaine, un peu moins d'une centaine. Mais il se trouve qu'après 30 ans, la plupart sont inopérants. Et les missiles sont pas faits pour rester très longtemps, parce que tous les missiles sont un peu sophistiqués. Et donc c'est complètement obsolète. L'Allemagne, c'est pareil. On a vu avec les léopards, même une fois qu'ils décident d'en fournir, ça représente des quantités extrêmement négligeables. Il faut savoir que la bataille de Stalingrad, par exemple, elle a mis face à face plus de 10 000 chars d'un côté et 10 000 chars de l'autre. Vu la taille du front de l'opération spéciale, il faudrait 40 ou 50 000 chars. La Russie, à elle toute seule, a plus de 16 000 chars. C'est le pays qui a le plus de chars au monde. Mais ça veut dire qu'en fait, la Russie, elle a 10 fois plus de chars opérationnels que l'OTAN. En fait, la Grèce en a plus, mais ce sont des chars très obsolètes, entre guillemets. Et pour la Turquie, c'est pareil. Les volumes de chars sont gros, mais en fait, si on demande ce qu'ils ont à utiliser, c'est des chars qui sont presque des maquettes quand on les compare aux chars russes. Donc, non seulement il y en a très peu, mais comme il y en avait très peu, dans ce qu'on appelle les commandes des armées au fur et à mesure, en fait, le char était considéré presque comme une arme obsolète. C'est-à-dire qu'on n'avait pas imaginé qu'on se retrouvait dans une situation comme ce qui s'est passé face à la Russie. En fait, tout l'OTAN pensait que pas à pas, la Russie céderait, puisqu'elle avait cédé depuis 1992 sur chaque chose. La Russie avait toujours accepté. Et là, en 2022, elle n'a plus accepté. Pourquoi ? Parce que la Russie s'était préparée.
pas à cette guerre, elle ne le souhaitait pas, mais elle s'était préparée à tout type de guerre, en maintenant et en remettant à niveau son arsenal nucléaire, en mettant en place un arsenal hypersonique, en continuant à développer beaucoup d'armes conventionnelles, ce qui n'était plus du tout le cas de la plupart des pays de l'OTAN qui n'avaient plus que des forces nucléaires. C'est-à-dire qu'en fait, la France, c'est pour ainsi dire une puissance nucléaire et qui peut intervenir un peu en Afrique, à d'autres endroits du monde, mais qui est plus capable de faire une guerre. Quand un pays comme la France a une centaine de milliers de soldats maximum, mais en réalité beaucoup moins qui sont opérationnels, puisqu'il y en a beaucoup qui gèrent les questions de logistique, d'intendance, etc., on voit qu'on n'a pas de force projectable, entre guillemets, importante, même en termes aériens. Donc, on n'a pas beaucoup d'équipements, on n'a pas beaucoup de munitions, et surtout, elles ne sont pas compatibles avec ce qu'étaient la plupart des armements en Ukraine. Il faut savoir que les calibres, entre guillemets, ne sont pas les mêmes. Et donc, l'OTAN avait commencé à fournir beaucoup d'armes à l'Ukraine, mais pas véritablement d'armes lourdes. Or, dans la phase du conflit dans laquelle on est, il faut des armes lourdes, puisqu'on voit que d'un côté, en fait, les Russes sont capables de tirer des milliers de missiles tous les jours, et donc ce qui est extrêmement démoralisant pour l'armée adverse, puisqu'ils tirent sur l'armée, hein, c'est une opération spéciale entre deux armées. Les Russes tirent pas sur les villes ou les populations civiles, hein, contrairement à ce qui s'est passé en Yougoslavie, en Irak, etc. C'est pas du tout ce type d'opération spéciale que mène la Russie, puisqu'elle n'est pas en guerre. Donc elle a décidé de faire ce qu'elle avait annoncé, de démilitariser l'Ukraine, pour simplifier. Et donc la Russie avance. La Russie vient de prendre Bakhmout et elle continue à avancer maintenant vers Slaviansk et Kramatorsk. Et en face, en fait, il n'y a plus qu'une possibilité d'essayer d'envoyer des drones sur Moscou, des missiles sur Belgorod, d'essayer de trouver des milices un peu fascisantes russes qui voudraient renverser la Russie de l'intérieur. Hein. C'est ce qui s'est passé dans des incursions. Mais tout ça est en permanence voué à l'échec, puisque... Et surtout un échec total, hein. C'est-à-dire que non seulement la Russie protège ses villes et son peuple, donc les systèmes de défense aérienne arrêtent en fait ces incursions et les arrêtent de mieux en mieux, mais surtout la Russie ne surréagit pas, puisqu'encore une fois, ceux qui envoient ces missiles et font ces incursions en Russie n'ont qu'un seul objectif, une surréaction de la Russie qui entraînerait une explosion, mais qui pourrait être mise sur le compte de la Russie, en disant, vous voyez, les Ukrainiens disent que c'est pas eux, c'est des gens qui connaissent pas, qui ont fait les drones, etc., donc ils disent, nous, on n'est même pas au courant, ça s'est passé à l'insu de notre plein gré. Les Américains disent, ah ben nous, c'est pas nous qui décidons ce qui se passe en Ukraine, c'est l'Ukraine qui décide pour elle-même. Nous, c'est un État indépendant, il n'est pas dans l'OTAN, donc on n'a pas notre mot dans l'Ukraine. Tout le monde sait très bien que c'est faux, que c'est un jeu de dupes, parce qu'exactement comme le début de l'opération spéciale qui a été provoqué en fait par cette attitude sans cesse agressive de l'OTAN et cette guerre qui durait depuis 2014 et qui faisait des milliers de victimes au Donbass, mais qui surtout faisait une vie détestable à tous les russophones en fait du Donbass, donc que les peuples du Donbass ont demandé à la Russie d'aider, ben en fait ils voudraient recréer entre guillemets la même situation, c'est-à-dire pousser la Russie à intervenir ou à rentrer en guerre, ce que la Russie ne fait pas. Et donc ces questions de missiles sont des fausses questions. On voit bien de munitions sont des fausses questions. On voit bien que les livraisons en fait qui ont lieu sont des livraisons qui ont vocation à provoquer de plus en plus la Russie chez elle, puisque la boucherie sur le terrain a lieu et en réalité personne ne se préoccupe vraiment de l'équipement des forces terrain, mais qui est de provoquer la Russie en attaquant les villes en Russie en fait. C'est véritablement la seule raison, et quand on écoute, c'est livraison d'avions de combat, livraison de missiles à portée de plus en plus grande, et drones aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de drones marins et de drones qui ont des portées plus longues qui arrivent en Russie
venant d'Ukraine. Donc on est passé, la Russie continue son opération spéciale et l'Ukraine rentre dans ce que j'appellerais du terrorisme d'État, avec une stratégie manifestement conçue par l'OTAN pour pousser la Russie à la faute. Le terrorisme d'État qui a commencé avec Nord Stream, avec l'attaque du pont de Kerch, etc., c'est quelque chose qui s'aggrave de plus en plus, puisque au début c'était les moyens économiques, des gazoducs, ensuite ça a été les moyens routiers, le pont de Kerch, un important moyen d'approvisionnement, il y avait eu l'eau vers la Crimée, et maintenant c'est véritablement le ciblage des populations civiles. Et là, on arrive véritablement à une ligne rouge qui sera difficile pour la Russie d'accepter éternellement. On sent que là, on arrive à un point qui risque de se traduire par un passage d'opération spéciale à guerre, malheureusement. Alors, cette phrase de Joseph Borrell, qui annonce qu'en fait, si l'Union européenne ou les États-Unis, pour simplifier, arrêtaient d'aider l'Ukraine, la guerre s'arrêterait, elle est juste incroyable. Parce qu'en fait, il dit deux choses. Il dit que la guerre continue parce que des acteurs qui disent ne pas être partis de la guerre la maintiennent en vie. Donc quand vous maintenez en vie un conflit, ça veut dire que de fait, vous êtes acteur de ce conflit. Donc d'une part, cette déclaration de Joseph Borrell annonce que l'Europe est acteur du conflit, donc est en guerre contre la Russie, et donc c'est un haut diplomate qui affirme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça veut dire que toute l'Ukraine, que ce soit son économie, son armée, etc., sont sous perfusion. Donc ce qui confirme, ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il y a véritablement un pilotage qui a lieu à la fois stratégique et opérationnel par l'Europe et l'OTAN. Et d'ailleurs, on voit les armes, les chars, les munitions, les mercenaires. Donc comme je disais, plutôt il n'y en a pas assez, mais en tout cas il y en a qui arrivent massivement. L'argent pour payer les fonctionnaires, l'argent pour payer les soldats et l'argent pour la corruption arrive également massivement. Donc ça, c'est la première chose que dit Joseph Borrell. Mais la deuxième chose que dit Joseph Borrell, et c'est l'espèce de discours qu'il y a eu à Hiroshima, puisqu'on a vu les images, et ça a été annoncé en France par le président Macron. D'ailleurs, il a fait un long tweet avec une vidéo qu'il a mis sur son compte Twitter, où il a dit qu'il était allé voir tous les présidents, tous les chefs d'État, et donc ça doit être exactement la même chose en ce moment en Moldavie, pour les convaincre de serrer les rangs et de continuer à dire sans cesse qu'on allait aider et armer l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Et il est impossible de battre une puissance nucléaire sur le terrain militaire. Ça n'est pas possible. Puisqu'une puissance nucléaire, si elle devait être amenée à perdre, comme n'importe quelle puissance nucléaire, elle va utiliser sa force nucléaire. C'est pour ça qu'elle a une force nucléaire. C'est pour ne pas pouvoir perdre. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Donc dire aux gens qu'il faut continuer à armer, donc à détruire l'Ukraine, à détruire toute l'Europe avec l'inflation, puisque 30% d'inflation dans les pays baltes, en Moldavie, 10% en Allemagne, 10% en Europe. Maintenant, on est en récession. L'Allemagne est en récession. C'est-à-dire qu'une économie qui est en train de rebondir après la pandémie, qui devait mettre à genoux l'économie russe, est en train de se détruire. Les peuples souffrent. Et on a Joseph Borrell qui dit que c'est la Russie qui va être mise KO, alors que la croissance repart en Russie, que les liens de la Russie avec les pays les plus puissants du monde sont de plus en plus resserrés, les plus puissants du monde hors OTAN, hein, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Argentine, même le Mexique, l'Indonésie. Tous ces pays veulent rejoindre les BRICS. Tous ces pays veulent faire du commerce en yuan et s'éloigner le plus rapidement possible du dollar. C'est pas une invention. Il suffit d'écouter toutes les déclarations et les raisons pour lesquelles
ils veulent rejoindre aussi une banque des BRICS dont la présidente est une ex-présidente du Brésil. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui inquiète les pays de l'OTAN et les pays d'Europe. Mais comme malheureusement, ils n'ont pas la résilience des grands pays dont je parle, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, Chine, Russie, Russie qui a montré une résilience incroyable. Pour l'instant, ils cèdent, mais on sent que dès que ce système de banque qui permettra au pays de s'affranchir du dollar et qui va permettre à ces grandes économies d'aider les petites économies qui pour l'instant dépendent complètement du système dollar, il va y avoir une rupture considérable dans le jeu des alliances et le jeu de la diplomatie, rupture qu'on constate en Afrique. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution de la diplomatie mondiale au cours des dernières années, en fait, les pays africains, à partir du moment où ils se sont un peu libérés, entre guillemets, du colonialisme ou de la dépendance du dollar ou un peu du franc CFA, donc en créant des liens beaucoup plus étroits avec la Russie et la Chine, n'ont plus aucune peur pour exprimer à l'ONU des votes en ligne avec ce qui leur semble être bon. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la Russie ou contre la Russie. Ça veut dire qu'ils commencent à être pour leur peuple. Et ça, c'est le plus grand changement en fait que la Russie, avec sa diplomatie, est en train d'expliquer aux différents pays du monde. Donc il y a la diplomatie OTAN qui est une diplomatie de la matraque. Si vous ne faites pas ce qu'on dit, vous allez souffrir. Et il y a une nouvelle diplomatie qui est en train d'exister, qui est une diplomatie qui est de dire on va vous réapprendre à penser pour vous-même. Eh ben, ce que dit Joseph Borrell montre que c'est complètement l'inverse et la diplomatie européenne n'a pas compris en fait ce qui est en train de se passer dans le monde. Ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est que chaque pays veut recommencer à faire ce que n'importe quel pays devrait faire depuis l'existence de frontières et de pays, c'est travailler pour son peuple et ne pas considérer qu'il y a un grand maître qui décide pour tous les autres sous prétexte qu'il imprime la monnaie importante et qui décide des déflations, inflation, etc. D'ailleurs, l'élection récente en Turquie le montre bien, c'est que le président Erdogan a été réélu alors que ce n'était pas ce que souhaitait l'Occident, et il a été réélu malgré une situation économique grave, une très très forte dévaluation à 2 reprises de la monnaie turque, et les conséquences tragiques du tremblement de terre d'il y a quelques mois. Donc on voit que les peuples comprennent que un président patriote, c'est un vrai avantage, un président qui ne dit pas eux c'est bien, eux c'est mal, qui dit ce qui est important c'est ce qui est bien pour nous. Et ça c'est ce que ne fait absolument pas la diplomatie européenne. Joseph Borrell ne parle pas dans l'intérêt de l'Europe, qui encore une fois est en train de s'écrouler économiquement. Il ne parle que dans l'intérêt des États-Unis. Et c'est extrêmement triste. Je vous rappelle quand même que les États-Unis ont saboté Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ce qui a des conséquences terribles pour l'Allemagne qui est en récession. Eh ben, l'Allemagne ne dit absolument rien. Ce pays fier, etc., ne dit rien et accepte qu'on ait saboté sa plus grande source d'approvisionnement en énergie. Résultat, d'ailleurs, l'Allemagne reproduit son électricité massivement avec du charbon qui vient d'Allemagne. Donc ils ont enlevé des parcs entiers d'éoliennes qui étaient mis au-dessus de champs de mines de charbon comme un symbole de l'économie verte allemande. Et ben ils enlèvent ça pour recommencer à exploiter du charbon. Donc les écologistes qui avaient refusé le nucléaire, qui n'aimaient pas le gaz russe, eh ben, force est de constater qu'en fait, ils acceptent en silence qu'on enlève les éoliennes et que le charbon redémarre. Tout ça pour dire que c'est ridicule, c'est une absurdité, et Joseph Borrell montre qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'a pas conscience de la situation, et qu'il prend les Européens pour des idiots quand il leur dit que la paix, c'est la guerre, et que cette guerre peut être gagnée contre une puissance nucléaire. C'est absolument faux, et c'est non seulement faux, mais pas logique. Vous me demandez si les F-16 peuvent inverser les choses. La réponse est non.
D'abord parce que le F-16 est un avion de 3e ou 4e génération selon sa version. Or, maintenant, on est en 5e génération d'avions de chasse, voire même avec certains avions russes, chinois, éventuellement américains, on parle de 5e génération plus ou 6e génération. Ça veut dire que le F-16, par rapport aux avions russes les plus perfectionnés, il est complètement obsolète, entre guillemets. Donc l'intérêt de ces avions, le seul intérêt, ce serait de les équiper de missiles moyenne ou longue portée, puisqu'en fait, quand vous envoyez un missile avec un avion, évidemment, il va plus loin, puisqu'il a la vitesse de l'avion, il est déjà à plus ou moins haute altitude. Et donc, on est véritablement dans des avions qui ne sont pas faits pour changer la ligne de front, On est dans une stratégie à nouveau pour toucher en profondeur en Russie. Donc en fait, il y a des fournitures d'avions pour toucher le territoire russe. C'est-à-dire que depuis l'époque des chars, qui ont montré qu'ils ne permettaient absolument pas de changer le front, puisque Bakhmout est tombé et il n'y a pas de contre-offensive, on a eu des fournitures de missiles, les missiles anglais, Storm, et qui sont les équivalents des missiles Scalp, donc qui peuvent aller à plus de 300 km, et qui ont vocation à atteindre la Crimée, et qui ont vocation également, semble-t-il, à atteindre des villes à l'intérieur en Russie. Mais avec des F-16, on voit que ça pourrait même atteindre Moscou quasiment, des missiles qui ont ce type de portée. Et donc, c'est uniquement pour provoquer, parce que ça ne changera pas le front, d'autant que les systèmes de défense antiaérienne russes, qui ont une portée de 2 à 400 km, font que les avions vont rester loin des frontières russes. Et donc c'est véritablement pour essayer d'envoyer plein de missiles au milieu de drones, de faire une stratégie un peu équivalente à celle de la Russie, sauf que la Russie essaie de viser des centrales électriques, des centrales pétrolières ou enfin tout ce qui sert à l'armée, ou des points de ravitaillement. On a vu des entrepôts entiers exploser, voire des équipements militaires, alors que depuis que la Crimée ou la Russie sont attaquées, ce sont toujours des cibles civiles qui souffrent. Il y a énormément de blessés et de morts, que ce soit dans la partie Donbass qui est sous contrôle russe, que ce soit en Crimée ou dans la Russie continentale. Donc petit 1, le F-16 ne changera la donne qu'en essayant de provoquer, comme toujours, une réaction de la Russie, mais qui reste très froide, parce que la Russie sait qu'on lui tend le piège de la guerre dans lequel elle ne veut pas tomber, puisqu'en fait, la Russie réussit parfaitement sa stratégie d'avancer dans son opération spéciale, et donc elle désarme non seulement l'Ukraine, mais maintenant elle est en train de désarmer tout l'OTAN, à part les armes très longue portée ou nucléaires de l'OTAN, mais elle désarme l'OTAN. On voit bien tous les pays de l'OTAN disent on n'a plus de munitions, on n'a plus de ressources. Donc, et elle rétablit complètement son économie, puisqu'ils ont réussi à trouver d'autres débouchés, les Russes, pour leur pétrole et leur gaz. D'ailleurs, parfois, le pétrole ou le gaz passe par la Turquie ou par l'Inde ou par d'autres pays et revient en Europe avec une autre étiquette, voire même par l'Arabie Saoudite, qui l'achète, dit moi j'ai besoin du gaz russe pour mes centrales électriques, et ça me permet de vendre plus de pétrole, pas de gaz, de pétrole, que je revends à l'Europe. Donc c'est un jeu de dupes tout ça, c'est-à-dire que les cours n'ont pas explosé parce qu'évidemment le pétrole et le gaz russe continuent à inonder l'Europe et les États-Unis, comme le combustible nucléaire russe pour les centrales nucléaires, puisqu'il y a plus d'1 milliard de combustible nucléaire russe qui est acheté chaque année par les États-Unis. Donc ce qui montre la dépendance, c'est le quart du combustible nucléaire américain qui vient de Russie. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question,
tout ce qu'on a dit précédemment montre qu'en fait, l'Ukraine, y compris ce que Joseph Borrell a dit, ne peut plus tenir. C'est intenable. D'ailleurs, je vous rappelle que quand l'Ukraine pensait gagner la guerre, le président Zelensky disait « Je ne peux faire que des vidéoconférences, je ne peux pas m'éloigner du terrain ». C'est pour ça que je suis habillé en tenue militaire, je suis près des hommes, je suis sur le terrain. Et depuis qu'il sait qu'il ne peut plus gagner contre la Russie, il n'est plus jamais en Ukraine, puisqu'il est tout le temps en ce moment en Moldavie, au Japon, en Arabie Saoudite, partout, pour essayer de convaincre les pays de l'aider financièrement et militairement, et en réalité d'entrer en guerre officiellement à ses côtés. Et je vais quand même dire quelque chose qui est extrêmement préoccupant, c'est que le chef des services secrets, entre guillemets, ukrainiens, mais beaucoup de personnes importantes au sein du gouvernement ukrainien, ont explicitement dit que le président russe était une cible prioritaire, la cible numéro un. Ils l'ont dit et répété. Le président Biden et ses porte-paroles ont été interrogés sur la question et ils n'ont pas dit « non, vous avez mal compris, c'est n'importe quoi », etc. Parce que dans les règles entre guillemets, d'un conflit, on ne vise pas le président, entre guillemets. C'est malheureux à dire, mais c'est censé se passer sur le champ de bataille. Et depuis l'origine des temps, le chef de guerre adverse, en fait, il est pas une cible. Même Hitler, bon, il y a eu un ciblage, mais c'était Hitler. Mais Vladimir Poutine, c'est quand même un président élu dans une démocratie. Enfin, il y a qu'à aller se... Et donc, il est la cible. Et ça, c'est véritablement un changement majeur dans la communication. Et ce qui remontre à quel point on n'est pas dans une guerre de l'Ukraine avec le soutien de l'OTAN et d'un certain nombre de pays contre la Russie. On est véritablement dans du terrorisme. Puisque quand vous dites que vous ciblez des personnes une par une, on est véritablement dans du terrorisme d'État. Et en ça, c'est très, très préoccupant. Parce que je reviens au discours de Vladimir Poutine quand il a lancé l'opération spéciale. Il savait qu'il allait être la cible, puisque ça a été dans tous les médias, etc. Mais c'était les journalistes qui disaient ça, c'était pas les présidents, mais c'était l'idée que sans Vladimir Poutine, la Russie n'a plus de chef, n'a plus de décideur. Donc d'abord, c'est totalement stupide de dire ça. Il y a qu'à voir comment le Premier ministre Mishustin est reçu en Chine et la manière avec laquelle il tient le gouvernement, puisque c'est le Premier ministre, un président du gouvernement. Mais il y a également d'autres personnes très très importantes en Russie qui sont capables de faire le job. Mais c'est d'individualiser. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, c'est la guerre de Poutine, c'est l'inflation de Poutine. Vous souffrez, c'est la faute à Poutine, etc. Et donc il y a, comme ils avaient fait avec Ben Laden, comme ils ont fait à chaque fois, ils essayent de dire que l'ennemi, c'est une personne pour essayer de le liquider. Et donc, c'est extrêmement grave. On a vu la CPI, en fait, qui a fait passer le message qu'il y avait un mandat d'arrêt. Donc, en principe, le président russe, donc Vladimir Poutine, devrait aller en Afrique du Sud. Tout ça est rendu compliqué, en fait, avec cette décision de la CPI. Donc, tout est devenu n'importe quoi, en fait. Terrorisme, volonté de ne pas faire la paix, volonté de battre une puissance nucléaire, des exercices militaires à proximité immédiate d'une zone d'opération militaire qui a déjà tué plus de, vraisemblablement, 200 000 ou 150 000 Ukrainiens, selon les chiffres donnés maladroitement par Van der Leyen à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment de la folie, quoi. Il n'y a pas de sagesse. Et la Chine avait proposé d'être un médiateur, et ça a été balayé. La Turquie avait proposé la même chose, bon, avant la campagne électorale, et je pense que Erdogan refera ça. Donc, aucune diplomatie, c'est une diplomatie de force qui vient de l'Ouest, alors que les Russes ne cessent de rappeler qu'ils sont toujours ouverts à la négociation.